Salon des lettres, présenté par Philippe Hustier. C'est en mars dernier que les éditions de Minuit ont eu le plaisir d'enrôler une nouvelle recrue, Marguerite Duras, qui n'a pas su résister à cette mode déferlante d'un roman au style nouveau et hypothétiquement moderne. Vous connaissez sans doute mon manque de sensibilité envers ce que l'on surnomme le nouveau roman, mais je me dois tout de même de vous tenir au courant des actualités littéraires de notre pays. Un peu de bonne volonté, voyons. Monsieur Hustier, je vous prie, mon ami. Et je n'ai pas pu m'empêcher d'inviter mon camarade de toujours, Robert Lacaille, que je côtoie depuis maintenant les bancs du secondaire, pour m'accompagner dans cette présentation du Moderato Cantabile. Et je tiens à vous dire, mon cher, que vous avez fait là un excellent choix. Moderato étant effectivement, selon moi, l'œuvre la plus harmonieuse des éditions de Minuit, racontant la rencontre entre Anne Débarède et Chauvin suite à l'assassinat d'une femme par son amant dans un café. Enfin, permettez-moi tout de même de trouver malgré tout que cette harmonie reste bien discrète face à ce silence prédominant et pesant le long de ce court roman. La place du silence est en effet primordiale dans Moderato, mais je ne rejoins pas réellement la vision péjorative que vous vous en faites. Selon moi, l'importance que Duras met dans l'intensité de son silence permet au lecteur de rester à l'affût, de faire face à l'inconnu, et alors d'écarter les explications habituelles qu'il peut se faire. Faisons preuve de sincérité, je vous prie, mon ami. Que devons-nous réellement interpréter dans ce roman lorsque le narrateur lui-même ignore les rouages de l'intrigue? Qu'entendez-vous exactement par là? Ce que je suggère, c'est qu'il est tout de même regrettable d'avoir un narrateur si silencieux qui ne semble pas avoir accès à la profondeur de ses personnages et qui a aussi profondément du mal à nous situer dans un espace concret. Pour ma part, monsieur Hustier, je me suis très bien situé dans ce café. Je sais que vous êtes plutôt un adepte des tavernes. Voyons, je vous en prie. Mais ce café est sans voix. Ne croyez-vous donc pas? Duras avait besoin d'un décor pour encadrer son drame, et le café est sorti de son chapeau comme par magie, voilà tout. Vous vous méprenez, mon ami. C'est justement cette forme discursive qui fait tout l'intérêt de Moderato. Il est certain que les événements de la narration ne sont pas abondants et que Duras se libère de toutes normes attendues. Cependant, il me semble que cette grande part de silence éclaire justement le récit, puisque quelque chose se passe bel et bien dans ce café, malgré une absence de détails à foison, enfin me semble-t-il. Je veux bien admettre que l'on ôte au décor tous ses principes, mais il est bien plus difficile pour moi de voir le langage dépouillé de tous les fondements qui sont si chers à notre société. Ce dialogue harassant et laborieux entre Anne et Chauvin ne mène à rien et ne fait que exprimer, selon moi, le cuisant échec de la communication au sein de notre société. Il y a ici quelque chose de froid et de systématique. Et ne venez pas me dire qu'il faut en tirer là une certaine forme de contemporanéité actuelle. Eh bien si, monsieur Hustier, c'est ce que je vais tenter de vous induire. Il me semble que Duras souhaite dépasser ici l'état de la parole. Je m'explique. Duras part du constat que la parole peut être impuissante et parfois à l'origine d'incompréhension. Le dialogue qu'elle instaure alors au sein de Moderato est celui de la modernité, où le silence a le droit d'être maître d'une conversation parfois gênante, parfois opaque, où il est pénible de s'adresser à l'autre. J'entends vos propos, monsieur Lacaille, je ne les rejette pas dans leur entièreté, mais je pense au lecteur. Celui-ci a-t-il envie de voir l'héroïne, Anne, éprouver de la difficulté à discuter, de toujours devoir fournir un effort pour sortir quelques bouts de phrases qui n'aboutissent qu'à tourner en rond la plupart du temps? Ce que souhaite le lecteur,
c'est de ne pas être pris pour un imbécile, monsieur Hustier. Marguerite Duras ne prend pas ses lecteurs pour des cochons. Les non-dits et les blancs forcent le lecteur à rester réveillé et à faire preuve d'un peu d'intellectualité. Ah, c'est que mon vieux cerveau n'a plus l'habitude de réfléchir, voyez-vous. Votre vieux cerveau a surtout délaissé l'ivresse de la littérature pour se consacrer à celle du vin. J'ai de mauvaises fréquentations depuis le secondaire, voyez-vous. C'est étrange que vous évoquiez le vin, puisque c'est un thème particulièrement redondant dans Moderato Cantabile. Je crois même qu'on ne boit pas grand-chose d'autre, oui, c'est exact. Il me semble que Madame Desbarrettes commande un premier verre dans le prétexte d'apaiser sa soif. Cela commence ainsi pour, petit à petit, obséder l'habitude de vos désirs. Voyez-vous, j'ai même la faiblesse de penser que Duras fait du vin un véritable filtre magique. Je crois bien que cette boisson permet à Anne de franchir le Rubicon et d'oser l'impensable. D'ailleurs, aucune des rencontres entre Anne et Chauvin ne se fera sans l'accompagnement d'un ou plusieurs verres de vin. Complètement, mon ami, je vous rejoins parfaitement. Cette ivresse est incontestablement à l'origine de cette passion interdite. Duras insiste bien sur le changement comportemental que provoquent les effets du vin sur Anne. Les lèvres et les mains tremblent, les cheveux sont en désordre, et on pense bien évidemment à cette régurgitation à la fin du roman. Ce rituel de consommation est une condition à l'adultère permettant à Anne de se libérer socialement. Eh bien, merci, monsieur Lacaille, pour votre intervention sur Moderato Cantabile. J'espère avoir convaincu nos auditeurs de se pencher sur ce roman, ma foi, révolutionnaire. Nous vous laissons avec un court extrait du livre lu par Charles Dustou. Anne Desbarrettes boit de nouveau un verre de vin, tout entier, les yeux mi-clos. Elle en est déjà à ne plus pouvoir faire autrement. Elle découvre, à boire, une confirmation de ce qui fut jusque-là son désir obscur, et une indigne consolation à cette découverte. D'autres femmes boivent à leur tour. Elles lèvent le même bras nu, délectable, irréprochable, mais d'épouse. Sur la grève, l'homme siffle une chanson entendue dans l'après-midi dans un café du port. La lune est levée, et avec elle, voici le commencement de la nuit tardive et froide. Il n'est pas impossible que cet homme ait froid. Le service du canard à l'orange commence. Les femmes se servent. On les choisit belles et fortes. Elles feront front à tant de chair. De doux murmures montent de leur gorge à la vue du canard d'or. L'une d'elles défaille à sa vue. Sa bouche est desséchée par d'autres fins que rien non plus ne peut apaiser, qu'à peine le vin. Une chanson lui revient, entendue dans l'après-midi dans un café du port, qu'elle ne peut pas chanter. Le corps de l'homme sur la plage est toujours solitaire, sa bouche est restée entr'ouverte sur le nom prononcé.